nous, à l'Imérir, on forme les étudiants à l'intelligence artificielle, notamment. Donc, au bas niveau, hein, comment développer des intelligences artificielles. Donc là, on va aussi probablement aussi les former à comment bien l'utiliser. Mais à la base, notre secteur, c'est vraiment comment créer les intelligences artificielles, comment configurer et comment développer autour de ces outils. Également de la robotique, de la cybersécurité, du développement et des objets connectés. Donc, on est situé à Perpignan. Et nos formations, elles vont du bac+2 au bac+5. Elles sont décernées par le CNAM. Et elles sont toutes en alternance et gratuites pour les étudiants. On existe depuis 1981 et on compte plus de 1800 alumni déjà dans notre réseau depuis, enfin déjà, depuis les années 80. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de discuter de l'intelligence artificielle et notamment dans le secteur de la formation, voir en quoi, en fait, quels sont les enjeux autour de ça. Est-ce que c'est un combo gagnant, un combo perdant? On va voir qu'il y a sûrement plus de possibilités positives que de possibilités négatives, même s'il y a quand même des choses à prendre en compte aussi. Et il y a quand même beaucoup de choses à adapter pour pouvoir bien réagir par rapport à ces nouveaux outils. Parallèlement, pour faire ma petite pub personnelle, si les sujets de l'intelligence artificielle vous intéressent, j'ai un compte TikTok où je parle exclusivement de ça, donc d'intelligence artificielle avec plein de cas d'application, etc. Donc Rudy.io ou le disquaire sur TikTok et également sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez approfondir après un petit peu tout ça, je vous invite à me rejoindre sur TikTok. Ok, donc au niveau du sommaire, j'ai prévu de faire juste une petite repasse sur quelles sont ces nouvelles technologies, contextualiser un petit peu tout ça, voir les différentes IA qui existent, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec ces nouveaux outils. Et dans une deuxième partie, on verra spécifiquement dans le secteur de la formation quels sont les enjeux, les possibilités, les problématiques que cela soulève. Une petite section questions-réponses. Bon, alors ça vous a certainement pas échappé. Les intelligences artificielles, c'est le sujet un petit peu omniprésent en ce moment, que ce soit dans l'actualité, dans tous les secteurs, etc. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les courbes Google Trends. Ça vous permet de connaître un petit peu la tendance et la popularité d'un sujet, donc sur une période donnée. Donc là, c'est sur la France et sur depuis, je crois, c'est les 3 dernières années. Donc on voit clairement qu'il y a une augmentation de l'intérêt autour de ce sujet. Ces derniers mois, voire maintenant bientôt, on va arriver presque sur, enfin ces derniers mois et bientôt presque sur cette dernière année. Et à titre de comparaison, en bas, je vous ai mis d'autres sujets un petit peu tech dont vous aviez peut-être déjà entendu parler, les NFT, le métavers, la réalité virtuelle, pour vous montrer à quel point c'est des sujets qui, même si on en entendait parler en fait précédemment, ont rien à voir avec la vague qui est générée par ce sujet de l'intelligence artificielle. Donc vraiment, on voit que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce que c'est palpable. On voit comment ça peut transformer à peu près tous les secteurs. Et d'ailleurs, c'est même pas forcément seulement des possibilités, c'est déjà en train de le faire. Pour bien comprendre un petit peu comment le secteur de l'intelligence artificielle se découpe, j'aime bien quand même dans mes présentations faire cette partie pour être sûr que tout le monde comprend bien en fait comment les choses fonctionnent, parce qu'il y a beaucoup de flou autour de ça et il y a beaucoup d'utilisation aussi du terme IA à tout bout de champ. L'IA, c'est un domaine de l'informatique. Et on a des intelligences artificielles, les intelligences artificielles qui font parler d'elles en ce moment. Ça va être GPT-3, GPT-4, DALL-E, Midjourney, Lambda, Llama, Medpalm, etc. Il y a Palm-E aussi de Google maintenant qui fait beaucoup parler, qui sont là vraiment c'est l'intelligence artificielle, c'est le cerveau qui est créé par des sociétés qui sont spécialisées. Donc sociétés, en l'occurrence, ça va être OpenAI le plus en ce moment, et DeepMind plutôt du côté de Google. Et voilà, mais c'est des sociétés qui sont spécialisées. Derrière, vous avez des applications qui sont créées, qui vont utiliser ces intelligences artificielles. Donc, bon, la plus connue, c'est ChatGPT, qui en l'occurrence est développé par OpenAI, mais vous avez aussi Google Bard, qui est fait par Google, et Bing AI, qui lui est fait par Microsoft. Et donc, ces outils-là, il faut quand même les différencier de l'IA, c'est des outils qui utilisent ces intelligences artificielles. Et par contre, c'est vrai qu'elles ont accès à beaucoup de fonctionnalités que les autres n'ont pas parce qu'ils ont des privilèges liés au fait que c'est des sociétés, soit c'est directement la société qui a développé l'IA, soit c'est des sociétés qui ont une grosse partie des parts de marché de la société qui crée l'IA et donc ils ont accès à beaucoup de possibilités avant tout le monde. Et ensuite, vous avez les applications tierces qui sont développées en utilisant
en fait, qui sont développés et qui utilisent via, donc, c'est un petit peu pointu, mais via l'API, les intelligences artificielles. Donc, elles vont requêter GPT-4, GPT-3, Midjourney, etc., Lambda ou ce que vous voulez, pour les utiliser dans leurs solutions. Donc, vous avez Writesonic, Notion, Canva. Je vous ai mis CodeMigo parce qu'on va en parler un petit peu après, parce que là, c'est spécifique justement à l'éducation. Mais en ce moment, c'est simple. De toute façon, toutes les plateformes sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur fonctionnalité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des intelligences artificielles performantes, il n'y en a pas 36 000, et à peu près toutes les solutions qui intègrent de l'IA et qui vous disent on a intégré l'IA, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont requêter GPT-4. Et donc, c'est GPT-4 qui est derrière à peu près tous les outils qui existent actuellement. Moi, un des trucs les plus marquants que j'avais vu, c'était Snapchat, qui avait annoncé qu'ils avaient intégré l'IA dans leur solution, un peu en faisant comme s'ils avaient développé leur propre intelligence artificielle. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle derrière Snapchat, c'est GPT-4. Donc voilà, tout le monde utilise ces IA, et si ce ne sera pas GPT-4, dans un futur proche, ça sera Palm-E avec Google. Mais pour l'instant, c'est les deux seuls qui se démarquent, sauf en open source où c'est le code de Llama qui puisse s'utiliser parce qu'il avait été diffusé, et une partie aussi du code qui devait lui rester propriétaire avait leaké, et donc on peut faire des IA open source via cette intelligence artificielle-là, mais elle est moins performante. Donc pour l'instant, ça se cantonne à l'open source pour ça. Le monde de l'intelligence artificielle, ça va extrêmement vite. Alors, parmi les différentes possibilités qu'offrent ces outils, il y a la génération d'images. Donc là, par exemple, c'est un exemple avec Midjourney. Et ce qui est vraiment frappant avec cet exemple, c'est la vitesse à laquelle ça a évolué. Si on regarde l'image qui est en bas à droite, elle date de février 2022. C'était la V1 de Midjourney. Donc quand vous lui demandiez de vous faire une photo réaliste d'un alpaca, il vous faisait cette image. Donc sans tête, une espèce d'être poilu, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Et en l'espace d'1 an et demi, on est passé de ça à cette image qui est absolument réaliste, il n'y a pas de mystère. Et ça continue à évoluer aujourd'hui, au point où les images générées par intelligence artificielle commencent à être indiscernables des images réelles. Une autre possibilité avec les intelligences artificielles, c'est la création de vidéos. Alors, je ne vous mets pas l'audio, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo de présentation, donc c'est une personne qui présente comment transformer un script en vidéo. Et donc, cette personne, ses lèvres et tous ses mouvements sont déterminés juste en lui envoyant un script à dire, et c'est l'IA qui lui fait dire vocalement et qui lui fait bouger les lèvres en fonction de ce qu'elle dit. Je vous le mets juste rapidement. Donc ça, c'est très fort aussi pour créer du contenu vidéo. Enfin, c'est terrible. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur les IA génératrices de vidéos, mais maintenant, il commence à y avoir plein de choses qui sont possibles. C'est le nouveau volet qui s'ouvre en fait dans le secteur des IA, avec les IA génératrices à partir de prompts comme pour les images. En fait, on est capable maintenant de plus en plus de créer des vidéos. Ensuite, la génération de son et de voix. Donc là aussi, les IA sont extrêmement fortes. Elles permettent maintenant de copier la voix de quelqu'un et de lui faire dire quelque chose qu'elle n'a pas dit, de façon relativement presque indiscernable aujourd'hui. Et même quand c'est bien fait, ça devient indiscernable. Mais quand c'est généré comme ça reste propre. Mais pour l'instant, on peut encore discerner la chose. Si vous vous intéressez à ce sujet-là, vous pourrez essayer d'aller taper dans YouTube. Vous pouvez taper AI Cover. Vous avez des reprises de musique qui sont faits avec d'autres artistes. Vous avez par exemple Freddie Mercury qui chante la Camisa Negra de Juanes. Vous avez des titres de Oasis, le groupe de rock anglais qui n'existe pas, qui ont été créés et qui donc maintenant existent. Enfin, voilà, il y a plein de choses, d'applications possibles. Au niveau des sons aussi. Dans l'industrie aussi, alors ça, on en parle un petit peu aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet principal. Mais c'est vrai que, en fait, même dans le monde physique, c'est-à-dire de la robotique, etc., les intelligences artificielles sont en train d'être intégrées. Il y a Boston Dynamics, notamment. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos de robots chiens, etc., qui peuvent se déplacer, etc. Ils ont intégré directement des IA de LLM, et je pense que c'est GPT-4, directement dans leurs robots aussi, pour leur faire répondre à des ordres, etc., beaucoup plus facilement. Et vous avez l'exemple, par exemple, des méga factories, comme je vous montre là, de Tesla, où quasiment tout est géré par des machines via des capteurs, de la programmation, mais aussi de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un peu tous les secteurs qui sont potentiellement touchés par ces nouvelles avancées technologiques. Et évidemment,
l'application la plus connue, ou celle qui fait le plus parler actuellement, des IA, qui est la génération, enfin, la conversation et la génération de texte. Donc là, actuellement, il y a 3 possibilités d'outils qu'on peut utiliser pour utiliser ces IA. Il y a ChatGPT, que vous avez donc ici, qui est donc la version la plus connue, avec soit l'utilisation de GPT 3.5, soit l'utilisation de GPT 4, qui est la version la plus performante, mais ça c'est seulement si vous avez l'abonnement ChatGPT. Vous avez aussi Bing AI, qui est disponible directement dans le navigateur de Bing, et qui lui, pour le coup, fonctionne avec GPT 4 en mode gratuit. C'est une bonne alternative si vous ne voulez pas prendre l'abonnement de ChatGPT, qui permet aussi d'échanger directement. Il a quelques limitations, notamment on peut lui envoyer que 10 messages à la fois, ensuite la conversation s'efface, je crois. Mais c'est un outil qui fonctionne et qui est une alternative. Et il y a aussi Google Bard, qui pour l'instant n'est pas accessible en France, mais si vous utilisez par exemple un VPN ou un proxy pour faire croire que vous êtes aux États-Unis ou dans un autre pays, vous pourrez l'utiliser. Qui est potentiellement extrêmement performant aussi. Personnellement, de mes tests, pour l'instant, j'utilise toujours ChatGPT plus que Google Bard. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est les 3 alternatives, en sachant que ChatGPT et Bing sont en réalité un peu la même solution, et qu'il y a seulement Google Bard qui est une solution alternative purement, et qui appartient, elle, à Google. Un peu pour vous présenter ChatGPT, qui est l'IA principale, même si voilà, il y a des alternatives, c'est quand même l'IA principale qui va toucher notamment le secteur de l'éducation dans le futur proche et moyen et long terme aussi. Donc c'est une solution qui est développée par OpenAI. OpenAI, c'est une entreprise qui se trouve à San Francisco, qui a été créée en 2015. Donc il y a eu plusieurs créateurs, il n'y a pas eu seulement les 3 têtes que vous voyez là, mais les 3 personnages les plus connus et les plus importants, je pense, à suivre pour justement suivre ces évolutions. C'est donc Sam Altman qui est le PDG actuel de OpenAI, Satya Nadella qui est le PDG de Microsoft, Microsoft qui a acheté 49% de OpenAI, donc qui est voilà, quasiment aussi le PDG d'OpenAI, et Elon Musk qui avait créé la société, mais qui l'a quitté en 2016 ou 2017, suite justement au rachat de Microsoft, qui en a fait une entreprise privée, contrairement au début, c'était une entreprise à but non lucratif, ce qui est d'ailleurs quelque chose de très pernicieux, parce que OpenAI sous-entend que c'est une intelligence artificielle qui est un peu open source, alors que pas du tout. En fait, il n'y avait que GPT-1, donc qui date de, je crois, 2016, qui était open source. Depuis c'est l'IA est propriétaire. Donc voilà, donc cette société crée des intelligences artificielles, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4. Il existe aussi DALL-E qui permet de faire des images, qui est créé par OpenAI, et Whisper qui permet de faire du speech to text et qui est extrêmement fort, et qui est notamment utilisé maintenant dans l'application de ChatGPT et qui est assez bluffante, qui permet justement, même quand vous enregistrez un vocal, vous savez, quand vous enregistrez une voix pour la transformer en texte, souvent il y a des erreurs à l'intérieur. C'est vrai que sur l'application de ChatGPT, il y a beaucoup moins d'erreurs qui s'intègrent parce que justement, elle utilise l'IA pour vérifier que les phrases qu'elle a compris en fait sont logiques et les modifier en fonction. Et donc, cette société, elle a développé ChatGPT, donc avec sa solution ChatGPT plus en abonnement payant, le Playground qui permet aussi d'utiliser ces IA, et l'accès en API pour les développeurs qui permet de développer toutes sortes de fonctionnalités sur sa propre application, son propre site web, etc., via leur API en utilisant ces IA. Alors, petite liste non exhaustive des possibilités générales qu'offre ChatGPT dans les travails de bureau. Tout ce qui est rédaction d'articles, c'est extrêmement fort pour faire ça. La copy marketing et non marketing, donc bon, la création de posts pour les réseaux sociaux, la prise de contact et la qualification de clients potentiels via API, donc c'est possible d'intégrer des chatbots sur des sites web qui sont très performants maintenant. La réponse aux clients, aux questions des clients ou prospects, via notamment des bases de données qui sont alimentées avec la base de connaissances de votre entreprise. Il peut vous aider à gérer votre Excel, vous aider dans les formules ou votre Google Sheets si vous utilisez Google Sheets. L'analyse de données aussi, il est très fort là-dedans et ça va devenir encore plus fort quand ils vont sortir le plugin Code Interpreter qui est extrêmement fort en analyse de données, qui est une des nouveautés qu'on attend dans les semaines qui viennent. Tout ce qui est explication technique et vulgarisation d'informations, ça on va le voir après plus en détail dans l'aspect formation, c'est extrêmement puissant et ça offre des possibilités folles dans le secteur de la formation. Donc tout ce qui est communication interne, externe. La traduction aussi.
De l'aveu même de Google, pour le coup, Bard est un meilleur traducteur que Google Traduction. Et pour l'avoir utilisé, ChatGPT est aussi un excellent traducteur et bien meilleur que Google Traduction lui aussi. Pour tout ce qui est correction orthographique, hein, là, vos élèves n'auront plus aucune excuse pour rajouter, pour qu'il y ait des fautes qui traînent de ci, de là. Là, vraiment, c'est pas possible. Tout ce qui est stratégie, business plan, les conseils juridiques et évidemment pour coder et faire tout ce qui est correction de code, c'est extrêmement fort sur cet aspect-là. Bon, après, dans la vie de tous les jours aussi, hein, il y a plein d'applications qui sont possibles. Hein. Il peut vous donner des conseils médicaux, des conseils psychologiques, même si, alors il faut faire extrêmement attention à l'enjeu des données personnelles par rapport à ChatGPT. Là, je fais une toute petite parenthèse sur le fait que toutes les IA qui existent actuellement appartiennent à des GAFAM. Et toutes les données que vous lui envoyez vont systématiquement dans un serveur aux États-Unis. Voilà, il faut être conscient de ça et il faut utiliser ces outils en prenant ça en considération. Mais voilà, aussi pour l'inspiration, il peut servir de coach sportif, de diététicien, il peut vous aider à rédiger vos CV, l'aide de motivation, il peut vous aider à faire des voyages. Moi, je l'ai testé d'ailleurs sur mon compte TikTok, il y a une vidéo où je lui ai fait me programmer tout un voyage en Irlande. Il m'a prévu tout le programme, ce que j'allais faire, à quelle heure j'arrivais à tel endroit, etc. C'est extrêmement fort. Maintenant, en plus, il y a des nouvelles intégrations avec le site Kayak, qui permet aussi d'avoir les billets d'avion. Enfin, c'est fou. Bon, coach alimentaire, coach sportif, coach de vie, aide aux devoirs, donc ça on va le voir aussi pour les étudiants. Rédaction d'histoire, applications rigolotes aussi. Hein, il n'y a pas que des applications purement productives. Il y a des trucs très drôles que permet de faire ChatGPT, créer des blagues, faire des chansons rigolotes, se comporter comme une personne ivre. Après, vous parlez comme si c'était une personne ivre, ou vous traduire un texte en emoji. Ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà, c'est aussi un outil qui a un petit peu le sens de l'humour. Alors, on passe à la partie peut-être qui vous intéresse le plus. Quelles vont être un petit peu les implications dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la formation. Déjà, il y a plusieurs opportunités qu'offre cet outil. Premièrement, il y a tout ce qui est explication personnalisée de documents techniques, de concepts complexes, etc. Il faut comprendre que ChatGPT, donc je l'ai mis à la fin de la liste d'opportunités, mais c'est à peu près comme si vous aviez un tuteur, c'est comme si un étudiant avait un tuteur personnalisé. En échangeant avec lui, vous pouvez avoir plein d'informations et vous pouvez en fait avoir des explications, et vos étudiants, dans le cas des étudiants, peuvent avoir des explications qui sont personnalisées par rapport à leurs questions et aux différents échanges qu'ils ont eus avec l'intelligence artificielle. Ce qui offre des possibilités assez folles. Alors, j'ai récupéré ce petit graphe, on va passer juste rapidement au slide suivant. Ce petit graphe-là qui montre un petit peu le niveau scolaire des étudiants en fonction du nombre d'élèves par classe. Donc, on voit que quand on est sur des groupes d'étudiants ou d'élèves où vous avez 30 élèves pour un professeur, vous avez une moyenne qui est assez lissée, mais qui est pas très haute. Hein. Bon, là, ils ont pas mis sur cet axe-là, ils n'ont pas mis les notes, mais on peut imaginer que le 10 c'est à peu près ici. Donc, on est vraiment sur du 12, 13, 14. Ensuite, ça commence à chuter. C'est ce qu'on voit de toute façon dans les systèmes de formation et d'éducation, je pense. Vous me direz si je dis des bêtises, mais grosso modo, c'est ça. Et on a les quelques élus qui ont des 18 et les quelques cancres qui ont des très mauvaises notes. Et quand on passe à un tutorat un professeur pour un étudiant, on arrive à des résultats qui sont extrêmement meilleurs. Et en fait, c'est un peu ce que promet ChatGPT, parce que c'est ce qui concrètement permet de faire, de donner des formations personnalisées aux étudiants sur des sujets spécifiques. Après, pour les professeurs aussi, ça a beaucoup de possibilités. Ça permet de générer des quiz, des questions, des tests très rapidement sur des sujets et qui sont pertinents. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que vous sortez de ChatGPT peut être utilisé tel quel. C'est un outil qui peut sortir, qui peut halluciner, on dit, de ces IA, mais qui peut sortir de grosses bêtises. Donc, il faut toujours vérifier ce qui est produit, mais ça peut vraiment vous faire avancer énormément là-dedans. Alors là, c'est plus spécifique aux développeurs, mais vu comme nous, on est une école de développeurs, c'est les problématiques et les enjeux sur lesquels nous on planche. Mais c'est vrai que pour commenter du code, par exemple, si vous avez un étudiant qui se met à coder un petit peu de façon inspirée, par la suite, il peut demander à ChatGPT d'analyser son code et de le commenter pour pouvoir s'y retrouver lui-même plus facilement et pour que les autres puissent s'y retrouver plus facilement.
Et ça aussi, c'est super fort parce que c'est une grosse partie du travail de développeur et en même temps, c'est quelque chose de très chronophage et que les étudiants n'aiment pas faire du tout. Aider à comprendre et à corriger un devoir. Voilà, donc on peut demander à ChatGPT directement d'analyser un devoir qui a été produit et nous aider à le corriger. Donner des idées, surmonter le syndrome de la page blanche aussi. Pour ça, c'est un outil qui est formidable pour commencer à rédiger quelque chose et pour donner des idées, que ce soit pour les étudiants ou pour les professeurs pour la création de contenu. Voilà, tout ça, c'est des petits exemples d'utilisation. Après, c'est sûr qu'on est quand même sur un outil qui a pas mal de limitations. Premièrement, je l'ai mentionné rapidement, il peut donner des informations erronées. Et le problème avec ChatGPT, c'est que quand il vous donne des fausses informations, il le fait avec beaucoup de panache. Alors, si vous avez identifié qu'il y a une erreur, il suffit de lui dire, et il va s'excuser et vous donner une autre réponse, qui sera potentiellement correcte cette fois, ou potentiellement pas. Ce qui est sûr, c'est que sans souci, il va revenir sur ce qu'il vous aura donné comme information. Mais par contre, à la base, il va vraiment vous dire si Elon Musk est mort en 2018 dans un accident de Tesla. Alors qu'en fait, il a fait une association d'idées où il s'est trompé et on sait très bien qu'Elon Musk n'est pas décédé dans un accident. Mais par contre, c'est une erreur typique que les gens prennent beaucoup en exemple, qui est capable de faire. Alors, un autre truc très problématique, c'est que ChatGPT est capable de citer des fausses sources et des fausses références. Il y avait le cas d'un médecin qui avait envoyé un diagnostic très complexe d'une patiente à ChatGPT. Et il était surpris parce que ChatGPT avait trouvé la bonne maladie à cette patiente. Par contre, dans sa réponse, il avait cité une étude qui n'existait pas, qu'il avait inventée de toutes pièces pour justifier de la maladie de la personne. Donc c'est un petit peu, voilà, ça pose de grosses questions. Alors ça, c'est une limitation qui est un petit peu comment dire, à tempérer parce que maintenant avec les fonctionnalités de plugins qui sont ajoutées à ChatGPT, donc qui permettent de venir connecter des outils en plus, vous avez notamment le plugin Scholar AI qui permet à ChatGPT pour le coup d'aller sourcer de vraies études. Donc voilà, si on utilise avec cette fonctionnalité-là, ça devient plus un problème. Bon, ensuite, évidemment, je l'ai mentionné rapidement, l'enjeu de protection des données, qui est problématique, notamment dans le cas d'étudiants qui sont en alternance, par exemple, qui travaillent dans des entreprises. Il faut vraiment bien leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas utiliser ces outils forcément, parce qu'ils sont en train d'envoyer les données des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler quand même à des sociétés américaines. Alors, c'est un petit peu complexe comme sujet, mais aux États-Unis, ils ont le Cloud Act, qui est une loi qui leur permet, sous demande d'un juge, en sachant que n'importe quel juge de canton aux États-Unis peut faire cette demande, de venir récupérer les informations qui sont sur des clouds américains, même tant qu'ils peuvent justifier plus ou moins qu'il y a un salarié dans l'entreprise qui est américain. Donc, il y a eu plusieurs cas de fuite de données par là, et sûrement qu'il y aura des informations dans l'actualité dans un futur plus ou moins proche sur ChatGPT dans ce sens-là. Donc voilà, c'est des choses aussi où il faut faire extrêmement attention. Donc ne pas lui envoyer des plans d'ingénieurs d'un truc top secret. Voilà. Alors j'ai un petit exemple, alors, je ne vais pas vous mettre la conférence, mais si vous voulez approfondir après le sujet, vous avez cette conférence sur donc la chaîne TED de Sal Khan, donc, qui a un site web de formation en ligne qui a pour but en fait de former gratuitement toutes les personnes dans le monde. Donc en fait le concept de ce site web, c'est surtout de former les jeunes qui sont dans des pays sous-développés, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, etc. Et qui donc a mis en place plusieurs outils qui utilisent l'intelligence artificielle, donc notamment GPT-4. En fait, il y avait eu accès en avant-première. OpenAI lui avait donné accès en phase alpha pour développer des outils pour permettre un petit peu l'éducation par rapport à ça. Ils ont essayé pas mal de choses. Donc, ils ont créé des chatbots qui sont des dérivés de ChatGPT, plus ou moins, qui sont plus fermés. Et qui, surtout, dont les conversations sont enregistrées et sont regardables par les professeurs. Et qui ne donnent pas directement les réponses aux questions que les étudiants vont poser, mais qui vont systématiquement leur demander les aider en fait à aller au bout de leur réflexion. Un des exemples qu'il donne dans sa conférence, c'est celle d'une élève. En
fait, qui devait faire un devoir sur l'analyse du Great Gatsby, où il y a une scène où donc Gatsby est en train de regarder une lumière verte au loin, et où il doit, et où, en fait, on lui a demandé d'analyser essayer de comprendre qu'est-ce que cette scène veut dire et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Gatsby dans le livre. Un truc très, très classique hein, d'éducation. Et donc, au départ, elle a cherché sur Google des informations, elle n'a pas forcément trouvé. Et elle a eu l'idée d'aller demander donc, directement à l'IA de Khan Academy, donc qui s'appelle Conmigo, et lui a demandé de se comporter comme si elle était Gatsby. Donc l'IA s'est mise dans la peau de Gatsby avec toutes les informations qu'il connaît sur le personnage, sur les différentes analyses qui ont été faites sur le web autour de ce personnage, etc. Et puis elle a commencé à lui poser des questions. Pourquoi tu regardes cette lumière pourquoi tu penses à ça, etc. Et du coup, elle a pu faire son devoir comme ça, et qui est un devoir que je n'ai pas lu, mais que j'imagine du coup, qui est peut-être très pertinent et très intéressant à lire, vu le petit process qu'il y a autour. Et voilà, et c'est fou en fait, parce que ça montre que il y a vraiment beaucoup de possibilités. Par contre, c'est sûr que c'est une façon de fonctionner qui est complètement différente de la fonction de fonctionner actuelle. Hop, on lance la vidéo, but. Bon, ensuite, une des grosses problématiques qui avait beaucoup fait parler dans l'actualité, c'est la problématique de la triche dans l'éducation. Donc, ce qui est sûr et certain, je ne veux pas vous faire peur, mais le contenu généré par intelligence artificielle, alors il y a beaucoup de solutions qui vous promettent de pouvoir détecter ce contenu. Alors, ça, personnellement, j'ai fait énormément de tests avec plein de contenus différents et plein de détecteurs différents. Non seulement ils ne sont absolument pas fiables, ils sont capables de détecter du contenu qui est rédigé par un humain comme étant du contenu qui est généré par des intelligences artificielles, ils sont juste pas fiables, et en plus, de toute façon, quand vous y réfléchissez, ça ne sera pas détectable de toute façon. GPT-4, lui, à partir de GPT-4, les textes générés ne sont pas forcément détectables du tout, pour la simple et bonne raison qu'il est même capable d'apprendre à écrire de votre façon. C'est-à-dire que si vous envoyez à ChatGPT des extraits de documents que vous avez écrits, l'IA est capable derrière, après, d'aller rédiger dans votre style d'écriture. Donc voilà, ça ne sera pas possible de détecter le contenu généré par IA, en tout cas pas de façon formelle et automatique. Évidemment qu'on est capable, quand on connaît un étudiant qui fait des fautes à tous les mots, sans aller dans ce tableau-là, qu'on connaît un petit peu sa façon de travailler et un petit peu les devoirs qu'il a rendus, d'un seul coup il nous rend un livre magnifique. Forcément, ça pose question et on peut, voilà. Mais il faut savoir que ces outils, il n'y en a aucun qui vous promet des réponses exactes. Et je vous ai mis une capture d'écran de directement l'outil de OpenAI pour détecter le contenu généré par GPT, où ils indiquent très concrètement que l'outil n'est pas fiable. Il isn't always accurate. Et il est capable, en effet, des fois de détecter du contenu IA généré alors que c'est du contenu qui a été créé par un humain, et vice-versa. Il faut beaucoup de contenu, et en plus, il n'est pas très performant en français. Il est plus ou moins performant qu'en anglais, et en français, il ne fonctionne pas du tout. Et pour avoir utilisé beaucoup d'outils et fait beaucoup de tests, je peux vous dire, c'est pas détectable, et à mon avis, ça ne le sera pas dans le futur, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comment adapter le secteur de la formation à ces nouvelles réalités? Déjà, premièrement, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Ces outils, ils seront utilisés. Ils seront utilisés par les étudiants, ils seront utilisés par les professeurs aussi, mais ils sont déjà utilisés par les entreprises. Donc, les étudiants, pendant et après leurs études, dans tous les cas, ils vont les utiliser. Donc, on est obligé de s'adapter à ça. Il n'y a pas vraiment de solution à ça, surtout quand on voit que ce n'est pas forcément très détectable. Donc, moi, un des conseils que je donnerais, c'est de former carrément les élèves à leur utilisation. Nous, c'est le parti pris qu'on a pris à l'Imérir. On est en train de communiquer à nos étudiants. Alors, on l'a accès en leur disant qu'on ne leur interdisait pas d'utiliser ChatGPT, et on est en train de leur créer des ressources pour leur expliquer comment utiliser correctement ces outils, ce qu'ils peuvent faire avec, ce qu'ils ne peuvent pas faire avec, et aussi leur faire de la sensibilisation autour du fait que il y a des fois où on leur interdit d'utiliser ces outils. Alors, des fois où on leur interdit et on ne peut pas vraiment vérifier qu'ils ne le font pas, donc on va avoir besoin un petit peu de leur faire confiance, et d'autres fois où c'est simple, on fait des examens et ils n'ont pas accès à Internet, et c'est comme ça. Et que si on ne leur donne pas accès à ces outils, c'est pour de bonnes raisons, c'est qu'il faut qu'ils soient capables d'utiliser ces outils
pour pouvoir, il faut qu'ils soient capables de comprendre les concepts sur lesquels ils sont en train de travailler pour pouvoir utiliser réellement correctement ces outils. Et ces limitations, de toute façon, ils vont s'y confronter même dans l'utilisation, puisque ces IA sont capables de toute façon de se tromper, et donc ils le verront d'eux-mêmes aussi, mais c'est bien de les sensibiliser pour éviter qu'ils fassent l'erreur tout seuls. Ensuite, il y a réorienter les points d'évaluation. Nous aussi, c'est un parti pris qu'on a pris à l'Imérir. On se concentre davantage sur le fond, sur la qualité des projets, sur la qualité des devoirs rendus, mais vraiment sur le fond, plus que sur la forme. Qu'un devoir maintenant soit bien construit avec bien écrit, etc., n'est plus forcément un gage de qualité pour nous parce que ça peut totalement être augmenté ou généré par une intelligence artificielle. Parce que quand on parle de triche et d'utilisation de l'IA chez les étudiants, il y a un petit peu le biais de vouloir se dire ils vont poser la question de l'examen et ressortir le texte que l'IA a généré directement comme ça, la coller et voilà. C'est tout à fait possible qu'il y en ait qui fassent comme ça, il y en a d'ailleurs certainement qui font comme ça, mais il y en a une grosse partie qui vont surtout reprendre ce contenu, le retravailler, le mettre à leur sauce, etc. Et là, c'est pareil, ce sera totalement indétectable et pas trop contrôlable non plus. Donc, voilà. Et ensuite, voilà, il y a mettre en place des évaluations ChatGPT friendly, donc des évaluations qui prennent en compte le fait d'utiliser ChatGPT. Et à l'inverse, des évaluations un peu old school, donc à l'ancienne, où voilà, ils n'ont pas accès à Internet. Donc voilà, c'est des choses qu'on connaît déjà, hein, mais c'est des évaluations en classe, sur papier, sans ordinateur, sans support pour les aider, pour vraiment vérifier qu'ils ont intégré les concepts sur lesquels ils sont en train de travailler.